Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission Questions santé où Ouest France vous répond en direct et en compagnie d'un invité. Aujourd'hui, nous allons parler des neuroatypies. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis TDAH, TSA, HPI, HPE, trouble 10? C'est tout ce que nous allons voir aujourd'hui. On va apprendre à faire la différence et surtout, on parle de 10 à 20% de la population touchée par ces troubles du neurodéveloppement. Mais qu'en est-il réellement? Troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité pour TDAH, troubles du spectre de l'autisme pour TSA, troubles 10 pour dyslexie ou encore dyscalculie et bien d'autres encore, au potentiel intellectuel pour HPI, au potentiel émotionnel pour HPE. Qu'en est-il vraiment? Est-ce vraiment un effet de mode comme beaucoup le disent aujourd'hui? Leur nombre est-il sur ou sous-estimé? Ces troubles sont-ils si nouveaux? D'où viennent-ils? C'est tout ce dont nous allons parler aujourd'hui avec notre invitée qui est, bonjour, professeure Fanny Gaulier-Briand. Bonjour, Bonjour. bienvenue sur notre plateau. Vous êtes professeure associée mais aussi psychiatre pour enfants et pour adolescents au CHU de Nantes en Loire-Atlantique. Vous avez accepté de venir répondre à nos questions et je vous en remercie et à vos questions, chers internautes, vous le savez désormais. Vous pouvez c'est nous qui répondons, vous pouvez poser vos questions via le formulaire que vous trouverez sur notre site internet ouest-france.fr ou aussi en flashant ce QR code que vous voyez apparaître sur notre écran. Avant de commencer, professeur, puis-je vous demander de présenter vos spécialités en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis donc psychiatre d'enfants et d'adolescents, c'est-à-dire qu'en fait, je suis médecin. J'ai fait 6 ans de formation médicale générale et après, j'ai fait 4 ans de spécialité en psychiatrie. Et à l'intérieur de ces 4 ans de spécialité, j'ai fait un focus particulier sur la population des 0 à 18 ans. En tant que médecin, je peux poser des diagnostics, prescrire des médicaments, prescrire des bilans complémentaires. Je peux proposer des adaptations dans le champ scolaire, dans le champ professionnel. Et je peux aussi conseiller et orienter dans le vaste champ des prises en soins et des psychothérapies au niveau de la santé mentale. Ce qui compte pour moi, c'est de co-construire avec la famille que j'ai en face de moi un projet de soins qui va être personnalisé, adapté et qui va permettre une amélioration concrète de la qualité de vie des gens. Très bien. Et donc, vous êtes très bien placé pour nous parler des troubles du neurodéveloppement aujourd'hui. Merci encore. Avant de commencer tous ensemble, on a 1 heure donc pour comprendre, apprendre à faire la différence, pour apprendre à faire, comprendre comment on fait le diagnostic chez l'enfant comme chez l'adulte. Nous verrons aussi que les adultes peuvent découvrir sur le tard un trouble du neurodéveloppement. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de regarder la vidéo préparée par notre confrère Sylvain Delage. À tout de suite. Et si je vous disais que près d'un quart de la population pourrait penser ou fonctionner autrement? Bienvenue dans le monde de la neuroatypie. La neuroatypie, c'est un terme parapluie. Il regroupe des modes de fonctionnement neurologique différents. Les TDAH, pour troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui se manifestent par de l'inattention, parfois de l'impulsivité. Les TSA, pour troubles du spectre de l'autisme, qui se caractérisent par des difficultés sociales et de communication, et des passions ou des activités très répétitives. Les fameux troubles 10, comme la dyslexie ou la dyscalculie, qui entraînent des difficultés dans certaines fonctions cognitives, le calcul, le langage ou la mémoire. Et enfin, les profils à haut potentiel intellectuel ou émotionnel, dits HPI ou HPE, qui sont des formes d'intelligence plus complexes. Toutes ces formes de neuroatypie ont un point commun, les personnes qui en sont atteintes présentent souvent une hyperconnectivité cérébrale qui influence leurs émotions, leur manière de penser et de communiquer. Selon les sources, entre 15 et 20% des individus seraient neurodivergents, avec des proportions très différentes selon les troubles. Le haut potentiel intellectuel, par exemple, concerne 2% de la population. Alors attention, contrairement à ce qu'on entend parfois, la neuroatypie n'est pas une nouvelle mode. Aujourd'hui, si on en parle plus, c'est parce qu'on diagnostique mieux, les outils se sont affinés, mais les causes, elles, ne sont pas toujours clairement établies. Les neurosciences font des progrès, mais beaucoup reste encore à découvrir. Sachant qu'actuellement, une bonne partie des cas ne seraient pas diagnostiqués, cela fait potentiellement des millions de personnes concernées en France.
Merci Sylvain. Alors je voyais, professeur un petit peu hocher de la tête sur l'hyperconnectivité, mais on va y revenir tout au long de l'émission. On peut commencer, je pense, on a tous et tous besoin de revenir sur les définitions de ce dont on va parler aujourd'hui. On ne peut pas y couper, c'est par là qu'on va commencer. Est-ce qu'on peut d'abord, expliquer s'il y a une différence entre le terme de neuroatypie et neurodivergence? D'ailleurs, on a une question de Christina dans le Finistère qui nous dit: «Quelle est la différence entre un trouble et une divergence?» Alors, un trouble, c'est un diagnostic médical dont le nom va être retrouvé dans les classifications internationales. Pour ce qui est neuroatypie, neurodivergence, on est sur des termes qui sont descriptifs et qui sont souvent employés de façon synonyme. Ce ne sont pas des diagnostics médicaux. Ils vont permettre de décrire les atypicités du fonctionnement cérébral, justement sans parler de troubles et sans les réduire à des déficits ou à des problèmes. Si on veut être précis, neurodivergence, c'est une histoire de variation par rapport à une norme, entre guillemets, statistique, alors que neuroatypie, c'est un parapluie plus large pour tous les fonctionnements qui sont un peu différents du fonctionnement le plus fréquent. Donc on est d'accord, on parle bien de troubles et non pas de maladie ou de pathologie, surtout pas. En tout cas, là, dans le terme qui nous concerne, dans le champ qui nous concerne ce matin, on parle effectivement de troubles. D'accord, très bien. Et alors allons-y, qu'est-ce que le TDAH ? Le TDAH, c'est un des troubles du neurodéveloppement les plus fréquents. Ça concerne 6% des enfants, 3% des adultes. Et c'est finalement un fonctionnement qui va se caractériser par des particularités dans le fonctionnement attentionnel, de l'hyperactivité, soit psychique, soit physique, de l'impulsivité et une dysrégulation émotionnelle, c'est-à-dire une tendance à avoir des émotions plus intenses et des émotions qui vont mettre plus de temps à revenir à leur état de base. On verra un petit peu plus tard quels sont les signes, comment le voir chez l'autre, chez nos proches. Et qu'est-ce que le TSA, alors le trouble du spectre de l'autisme? C'est vrai qu'on a malheureusement souvent l'image de l'autisme comme une grande difficulté de communication. Ce n'est pas que ça, et c'est un spectre. Donc voilà, expliquez-nous un petit peu. Finalement, dans l'autisme, on va avoir deux grandes dimensions qui vont être touchés, ou en tout cas qui vont s'exprimer de façon particulière, la dimension autour de la communication et des interactions sociales, et puis une dimension comportementale, avec des comportements qui vont être répétitifs, et puis une particularité à traiter les informations sensorielles. Et ça, suivant les gens, ça va avoir vraiment un retentissement extrêmement différent. C'est pour ça qu'on parle de spectre. Et puis la particularité dans l'autisme, c'est que 30% des gens avec autisme vont aussi avoir un trouble du déficit intellectuel, qui est un autre trouble du neurodéveloppement associés. Et ça va impacter sur les capacités d'autonomie et de fonctionnement de la personne. Donc, effectivement, avec un mot ou une expression un petit peu, on va dire, englobante, comme trouble du spectre de l'autisme, ça va recouvrir des réalités très différentes. Complètement différentes et pas facile à voir aussi, à détecter forcément, d'ailleurs. On va le voir après, peut-être. Oui. C'est pas peut-être, c'est on va le voir, on attend ça. Les troubles 10, quant à eux, alors, il y a aussi divers degrés. Qu'est-ce que c'est ? On parle de quoi quand on parle de troubles 10 ? Alors, les troubles 10, on dit traditionnellement de troubles spécifiques des apprentissages. Donc, vous avez la dyspraxie, qui est une difficulté à organiser, à coordonner les gestes, la dysgraphie, qui est une sous-partie de la dyspraxie, qui est une difficulté à organiser finalement l'écriture, la dyscalculie pour les difficultés en maths, la dyslexie, la dysorthographie, la dysphasie. Ce qui est intéressant, c'est que depuis 15 ans, finalement, on n'utilise plus cette dénomination dans les classifications internationales médicales. Maintenant, on appelle ça autrement. Par exemple, pour la dyslexie, on va appeler trouble spécifique de l'acquisition de la lecture. Mais on s'entend quand on dit encore trouble 10 dans le langage commun. Dans le langage commun, c'est encore comme ça qu'on parle. Et dans les associations de personnes concernées, c'est encore les termes qu'on utilise. D'accord. Et il y en a combien à peu près, on a dit, des troubles 10 ? Il y en a... Il faut que je compte. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 troubles 10. Bon, alors j'aimerais aussi qu'on fasse le point sur HPI, HPE. De quoi on parle ici, professeur ? Est-ce que c'est la même chose en termes de neurodéveloppement ? Alors, ça c'est vraiment important. On n'est plus dans les troubles.
HPI et HPE, ce sont des fonctionnements, ce ne sont pas des troubles, ce ne sont pas des entités qui vont être reconnues sur le plan médical. Si on prend HPI, c'est juste, ça décrit le fonctionnement cognitif de 2% de la population générale. C'est les 2% de la population générale qui ont l'intelligence la plus importante quand on l'évalue avec le test de QI. C'est pas un diagnostic, c'est pas un trouble et c'est même un facteur plutôt protecteur. Quand on fait des études longitudinales et qu'on regarde l'évolution des gens dits HPI, ils ont une meilleure insertion socio-professionnelle et une meilleure santé mentale que la reste de la population générale. C'est plutôt un atout, donc. C'est plutôt un atout. Et HPE, c'est haut potentiel émotionnel. Ça, c'est un concept populaire, mais il n'y a aucune validité scientifique à ce jour. Alors, aucune validité scientifique, mais pour autant une réalité au quotidien chez tout le monde. Est-ce que Alors, des gens on n'est pas en train de dire que ça n'existe pas. Je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. Je pense qu'on ne peut avoir une autre façon de le décrire. Je pense que des gens qui vont se décrire comme HPE ou hypersensibles, moi, dans un vocabulaire plus médical, je vais pouvoir parler de cette fameuse dysrégulation émotionnelle dont je parlais tout à l'heure. D'accord. Bon. Peut-on cumuler donc tous les troubles, ou plusieurs, en tout cas, peut-être pas tous en même temps, mais peut-être 2 ou 3, vous allez nous dire. Parce que Marie-Annick de Loire-Atlantique nous dit: peut-on être TDAH et HPI en même temps? Ça ou autre chose, est-ce qu'on peut cumuler plusieurs troubles? Alors, HPI, c'est pas un trouble, Oui. mais on peut tout à fait cumuler HPI avec plein d'autres troubles du neurodéveloppement, à l'exception de troubles du développement intellectuel. Donc, dans tous les troubles du neurodéveloppement, que ce soit TDAH ou TSA, vous allez avoir des gens qui ont un HPI. Ça n'a rien à voir. D'accord. Par contre, si on revient maintenant juste aux troubles du neurodéveloppement, ce qu'on remarque, c'est qu'on a extrêmement fréquemment plusieurs troubles du neurodéveloppement. Parce que finalement, les catégories qu'on a créées, nous, les cliniciens et les cliniciennes, c'est des catégories pour comprendre, pour catégoriser. Mais la nature n'était pas vraiment au courant de notre classification. Oui. Et donc, dans la vraie vie, quand une trajectoire développementale cérébrale se met à finalement prendre un chemin de traverse, ça va entraîner des particularités de fonctionnement qui vont souvent être à cheval sur plusieurs catégories diagnostiques et qui font que la personne va avoir 2, 3 ou 4 diagnostics de troubles du neurodéveloppement. C'est très fréquent. Donc, on peut avoir un TDAH et un trouble 10, avoir de l'autisme et un 10, et voilà. On a ainsi de suite. 50% des TDAH qui ont un trouble 10 associé, on a 30% des TDAH qui ont un autisme associé, par Donc, c'est exemple. très courant. C'est extrêmement courant. Alors, on a une autre question de Jade en Ille-et-Vilaine qui nous dit: est-ce qu'il existe une prédisposition héréditaire? Est-ce que la dyslexie est héréditaire, nous demande Jade. J'ai envie de dire plus globalement, est-ce que tous les troubles du neurodéveloppement dont on vient de parler sont héréditaires? Alors, ils ne sont pas héréditaires au sens un gène défectueux est transmis et entraîne un trouble. On est sur un modèle beaucoup plus complexe, un modèle polygénique qu'on ne comprend pas encore parfaitement, qui fait qu'il y a plein de gènes qui interagissent avec, en plus, à chaque étape du développement cérébral, avec ce qui se passe dans l'environnement. Mais oui, il y a des vrais terrains de vulnérabilité des troubles du neurodéveloppement dans la famille. Par exemple, quand vous avez un frère ou une sœur qui a un TSA, on a 15% de probabilité que l'autre frère ou l'autre sœur ait un TSA aussi. Pour le TDAH, si par exemple on a un parent avec un TDAH, on a presque 50% de probabilité qu'un enfant ait un TDAH. Et pour la dyslexie, on a aussi une composante effectivement de vulnérabilité. C'est ce qu'on appelle l'héritabilité, et tous les troubles du neurodéveloppement sont des troubles fortement héritables. D'ailleurs, on remarque souvent des parents qui découvrent leurs troubles du neurodéveloppement après l'avoir découvert chez leurs propres enfants. On a beaucoup de témoignages en ce sens. Je vais juste en lire quelques-uns quand même, parce que donc Marie-Annick, elle disait que son petit-fils était diagnostiqué TDAH. On a aussi Caroline de Loire-Atlantique qui dit que son mari présente des troubles liés à l'autisme, que son père avait les mêmes difficultés. Une sœur et un de nos enfants se demandent s'ils ne sont pas TSA, donc de l'autisme. Un petit-neveu est diagnostiqué. Est-ce que l'autisme peut toucher plusieurs membres d'une famille? Donc oui, c'est la réponse qu'on peut vous apporter à ce sujet. Nouvelle question de Christiane en Loire-Atlantique qui nous dit: quelle est la cause de la dyslexie? Alors là, oui, aujourd'hui on voit plusieurs troubles, donc j'ai bien envie de vous demander de dire: est-ce que on connaît les causes de tous ces troubles du neurodéveloppement? Alors, on connaît beaucoup mieux qu'avant, mais on a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui. Donc on sait qu'il y a pas mal de causes environnementales qui sont déjà documentées. Donc, c'est par exemple pendant la grossesse et la gestation, tout ce qui est exposition aux toxiques.
à l'alcool, au mercure, aux drogues, à certains médicaments. Et puis, on a aussi remarqué que naître avec un petit poids de naissance et naître avec une grande prématurité, c'était un facteur de risque d'avoir des troubles du neurodéveloppement. Et quand il y a aussi des complications au niveau de l'accouchement qui vont entraîner une mauvaise oxygénation cérébrale, il y a aussi plus de risques d'avoir des troubles du neurodéveloppement. Donc, on sait que les troubles du neurodéveloppement, c'est toujours quelque chose qui arrive après une cascade d'événements multifactoriels et que c'est finalement une rencontre entre la vulnérabilité génétique dont on a parlé tout à l'heure et un environnement. On se pose beaucoup de questions en ce moment sur les polluants, les pesticides, les PFAS, les microplastiques. On n'a pour l'instant pas encore suffisamment de preuves scientifiques pour pouvoir avoir une réponse définitive, mais les premiers signes qu'on a sont en faveur d'une potentielle implication. Oui, les pistes vont vers là en tout cas. Est-ce que vous dites on connaît mieux qu'avant? Est-ce que justement, c'est pas nouveau? Tous ces troubles ne sont pas nouveaux. On est bien d'accord, ce n'est pas arrivé comme ça tout d'un coup dans le développement de l'humanité. Non, c'est des choses qui sont très anciennes. Si je prends l'exemple du TDAH, on a des descriptions cliniques d'enfants, d'adolescents et d'adultes qui ont un fonctionnement qu'on qualifierait aujourd'hui de TDAH depuis plus de 200 ans et depuis l'émergence de la clinique psychiatrique. Pareil pour l'autisme, pareil pour les troubles type troubles du développement intellectuel. C'est juste qu'en ce moment, on a un plus grand focus sur ces troubles, on a plus de recherches et on a du coup plus de ressources pour pouvoir poser le diagnostic et les identifier. On est aussi peut-être plus attentif à la santé mentale, à la santé tout court de nos enfants, des élèves à l'école. On a peut-être plus de spectre pour les observer, tous ces enfants. On a une autre question d'Isabelle dans le Morbihan. Isabelle nous dit comment reconnaître un enfant TDAH et à partir de quel âge et qui peut diagnostiquer? Alors d'abord, comment reconnaître un enfant TDAH et un adulte même peut-être? Quels sont les signes? Alors, c'est une question compliquée. Oui. L'idée, c'est qu'avant 5-6 ans, on va vraiment très très rarement poser un diagnostic de TDAH. Le TDAH va se manifester par un ensemble de symptômes dont aucun n'est spécifique. C'est-à-dire que tout le monde peut l'avoir. Exactement. L'hyperactivité, c'est quelque chose qu'on peut avoir quand on est stressé, qu'on peut avoir quand on est déprimé, qu'on peut avoir quand on a un trouble de l'humeur, qu'on peut avoir quand on a un TDAH. Donc voilà, les problèmes attentionnels aussi ne sont pas spécifiques. On peut tous avoir des moments d'inattention. Exactement. Et puis l'impulsivité et la dysrégulation émotionnelle se retrouvent dans plein d'autres troubles. Donc finalement, on va regarder la trajectoire développementale de la personne, on va retrouver de l'inattention, de l'impulsivité, de l'hyperactivité et de la dysrégulation émotionnelle assez tôt dans le développement, qui vont se manifester dans plusieurs endroits différents. Bien que tout ça, comme on disait, arrive beaucoup chez tous les enfants avant 6 ans. C'est le propre d'un petit enfant. Un petit enfant va avoir des moments d'hyperactivité et d'inattention, mais c'est des moments qui vont être considérés comme des moments de développement classique. De toute façon, les capacités attentionnelles, elles évoluent avec la maturation cérébrale et le développement. Là, on va parler de ces 4 dimensions diagnostiques, inattention, hyperactivité, impulsivité et dysrégulation émotionnelle, comme étant plus fréquentes que chez un enfant du même âge et comme étant présentes quel que soit l'environnement. Et c'est là qu'on va pouvoir se dire « Ah, on est peut-être dans quelque chose de particulier ». Mais il faudra toujours éliminer la dépression, la maltraitance, le psychotrauma et plein d'autres pathologies qui peuvent entraîner les mêmes symptômes. Mais quand on a un trouble du neurodéveloppement, on a ces symptômes-là sur une trajectoire de vie qui vont durer plusieurs années et qui ne vont pas être contextuels. Et donc ça va nous aider à nous mettre un peu la puce à l'oreille. Pas être contextuel, ça veut dire si ça arrive dans un endroit, par exemple à l'école et pas à la maison, ou à la maison, ou juste chez les grands-parents et ailleurs, c'est pas ça. Un trouble, c'est partout, tout le temps. Alors, c'est pas si simple que ça, parce que ça va beaucoup dépendre de l'environnement. Donc, d'ailleurs, les parents d'enfants qui ont un trouble du neurodéveloppement savent bien que suivant l'enseignant et l'enseignante, suivant le contexte dans lequel l'enfant évolue, l'impact de ce trouble du neurodéveloppement va être complètement différent. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à l'école, on pourra remarquer des choses, et que si on ne remarque pas des choses, ce sera parce que l'enfant a des
dépenser énormément d'énergie pour compenser et qu'à la maison, on va observer là aussi des choses. Donc, ce n'est pas tout le temps dans tous les environnements, mais quand on cherche, on va retrouver des particularités quand même un peu partout, même si parfois l'individu est capable de les compenser. Et donc, si on parle maintenant du TSA, quels sont les signes à reconnaître pour envisager la possibilité que c'en soit? Dans le TSA, ce qu'on va remarquer, c'est que là aussi, très tôt dans le développement, on va avoir des particularités dans la communication, c'est-à-dire dans la structuration et l'émergence du langage. On va avoir des particularités dans la capacité d'aller vers les autres et de nouer des relations sociales. On va avoir des intérêts qui vont être plus spécifiques et on va avoir une curiosité, une façon d'appréhender le monde qui va être différente et qui va nous faire nous sentir à part et qui va faire que les autres vont souvent nous mettre à part. Et puis, il va y avoir une façon de traiter les informations qui émanent des sens, de la lumière, du goût, de la température, de façon atypique, ce qui va entraîner parfois soit une gêne au quotidien, soit une recherche particulière de certaines sensations. Et si on parle des troubles 10 maintenant, est-ce qu'il y a des signes particuliers à envisager, à regarder, observer? Alors, les troubles 10, tout ce qui est dyspraxie, ça va être un retard dans l'acquisition de ce qu'on attend sur le plan moteur, c'est-à-dire la marche, le vélo, la manipulation des couverts, le ballon, l'écriture. Et puis après, pour dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, on est plutôt sur des apprentissages scolaires et donc ça va se voir à l'école et à partir du CP. Est-ce que pour ce qu'on disait HPI, HPE, qui ne sont pas des troubles, on l'a bien compris, est-ce qu'il y a des signes aussi qui peuvent alerter? Pas spécifiquement. Spécifiquement. Oui. Dans l'enfance, on ne parle pas encore de HPI, HPE, parce que dès l'école, on peut se demander, on entend beaucoup dans les cours de récréation, mon enfant est HPI. Oui, mais en fait, la majorité des enfants qui sont HPI ne le savent pas parce qu'ils vont bien. Donc, quand on entend dans les cours de récré des parents dire mon enfant est HPI, c'est que leur enfant avait un fonctionnement qui les a suffisamment interrogés pour qu'ils aillent chercher quelque chose. Ils ont trouvé un HPI, mais peut-être que c'est pas ça qui explique l'ensemble des manifestations et des particularités. Et comme on disait, il peut aussi y avoir à côté de ça un trouble neurodéveloppemental. Et un trouble psychiatrique. On peut être HPI et anxieux, HPI et traumatisé, HPI et déprimé, HPI et autiste, HPI et tout. Bon, on retient qu'en général, les HPI et les HPE vont bien. On retient ça. Alors, les HPI, parce que HPE, c'est une notion encore plus vague. HPI, c'est une description qui n'est pas médicale, mais que je peux circonscrire sur un plan un peu scientifique en utilisant un test. HPE, pour l'instant, c'est quelque chose de beaucoup plus flou. On a une nouvelle question de Jean-François en Ille-et-Vilaine. Jean-François nous dit « Bonjour, j'ai 54 ans, je suis en attente d'un diagnostic par le CRA, donc le Centre de ressources de l'autisme, depuis avril 2024. Autisme familial, HPE, dépression, problème d'attention dû à un burn-out. Que faire ? Il y a quelques années, j'ai enfin osé parler d'autisme à mon médecin généraliste, mais je ne lui en ai plus jamais reparlé, étant donné sa réaction. Il m'a demandé de lui en apporter la preuve. Je lui ai parlé de mes aptitudes visuelles. Il s'est bien étonné et s'est exclamé « Ah !» Vous êtes comme ça, je n'aurais pas cru. Merci pour votre aide. Eh bien, Jean-François, qu'est-ce qu'on peut répondre à Jean-François qui a eu cet accueil déjà, et qui attend beaucoup de résultats? En tout cas, je trouve que Jean-François, c'est important la démarche que vous avez faite et d'avoir confié à votre médecin traitant vos interrogations. Alors peut-être que la réponse n'a pas été tout à fait à la hauteur de ce que vous attendiez, mais en attendant, ce que j'entends, c'est qu'il y a un trop grand niveau de souffrance psychologique et que donc on ne va pas attendre 3 ans d'avoir une place dans une consultation spécialisée et qu'en attendant, vous pouvez aller voir un psychiatre en libéral ou dans les structures publiques ou un ou une psychologue pareil en libéral ou dans les structures publiques, puisque quel que soit finalement le diagnostic, il y a des choses à faire pour améliorer rapidement votre qualité de vie et on ne va pas mettre tout en stand-by en attendant d'avoir un éventuel diagnostic
diagnostic de troubles du neurodéveloppement. Très bien. On a une nouvelle question. Une nouvelle question de... Est-ce que j'ai un prénom? Oui, de Marion, en Vendée, qui nous dit comment faire la différence entre un enfant TDAH et un enfant mal élevé. Alors, je précise que cette question, quand même, elle peut peut-être un petit peu froisser, mais elle mérite d'être posée parce que je pense que nous l'avons toutes et tous déjà entendue dans plusieurs contextes, dans les familles, à la sortie des écoles. Et je pense que pour tous ceux et celles qui l'entendent, il est bon, en effet, d'y répondre. Ouais, merci beaucoup Marion. C'est une question qui est très importante. Je pense que quand on est parent d'un enfant avec un trouble du neurodéveloppement qui va entraîner un comportement qui n'est pas forcément raccord avec les attentes sociétales, on entend sans arrêt qu'on élève mal son enfant, qu'on ne fait pas bien. Et quand on voit un enfant dans n'importe quel contexte, mais souvent c'est un contexte soit scolaire, soit un contexte d'espace public, qui a un comportement qui détonne par rapport à ce qu'on attend de lui ou d'elle, on a toujours ce réflexe très jugeant d'imaginer cet enfant mal élevé. Avant de considérer cet enfant comme mal élevé, on peut partir du principe que chaque parent fait du mieux qu'il peut et que avoir un enfant différent, c'est pas toujours facile et que cet enfant, il est peut-être pas mal élevé, cet enfant, il peut souffrir d'un trouble du neurodéveloppement ou tout simplement souffrir d'une maltraitance ou de n'importe quelle condition qui va faire qu'il va avoir du mal à réguler son comportement. Si vraiment il y a une carence éducative, parce qu'il y a des parents qui sont en difficulté pour pouvoir accompagner leur enfant au mieux, alors en général, il suffit que cet enfant rencontre un adulte qui propose un cadre éducatif un peu plus rassurant et les particularités de comportement diminuent très rapidement. Marion nous pose aussi une autre question qui est: est-ce que toutes les personnes affectées par des troubles 10 ont aussi des troubles de l'attention? Alors, non. Comme on a dit tout à l'heure que souvent on avait plusieurs troubles du neurodéveloppement en même temps, il est fréquent que les gens qui ont un trouble 10 aient aussi un trouble du développement, un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dit TDAH. Mais même sans TDAH, les gens qui ont un trouble 10 vont devoir utiliser leur attention pour compenser leur trouble 10. Donc, ils ne vont pas avoir un vrai déficit attentionnel, mais notamment dans le cadre scolaire, une partie des ressources attentionnelles ne va pas pouvoir être utilisée comme ce qui est attendu pour les autres élèves parce qu'elle sera déjà captée par toutes les stratégies pour compenser le 10. Et donc, finalement, à la fin, il y a une vraie fatigue attentionnelle qui se crée. Marion nous demande aussi, les troubles 10 sont particulièrement handicapants dans la vie scolaire. Est-ce qu'ils sont plus faciles à gérer pendant la vie professionnelle ? Ça va dépendre de comment on a vécu sa scolarité. Ça va dépendre aussi, du diagnostic, s'il a été fait ou pas. Et puis, ça va dépendre des aménagements professionnels proposés. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à ça fait quelques dizaines d'années, on peut avoir une dyslexie sévère et avoir accès à l'enseignement supérieur avec des épreuves qui vont être adaptées et des aménagements spécifiques. Donc, avoir un trouble 10 ne doit plus entraver autant qu'avant les parcours professionnels des gens. Et puis peut-être qu'avec le temps, on apprend à intégrer des outils aussi. C'est ce que demandait Marion aussi, comment aider au quotidien. Bon, j'imagine qu'au quotidien, on apprend au fur et à mesure des... Dans tous les troubles du neurodéveloppement, la personne, elle va d'elle-même chercher des stratégies de compensation. Et puis après, avec l'aide des professionnels, en implémenter d'autres. Et finalement, comme tout individu, avec l'âge, c'est une personne qui va se connaître de mieux en mieux et qui va pouvoir savoir utiliser au mieux ses ressources pour pouvoir justement minimiser le coût énergétique de son fonctionnement particulier. Très bien, bon, c'est positif tout ça. On a une nouvelle question de Marie. Marie qui nous dit: y a-t-il plus de risques d'être victime d'addiction quand on est sujet au TDAH ? Oui. Clairement. Oui, très clairement. Alors là, je parle des gens qui n'ont pas été accompagnés et pas diagnostiqués dans leur TDAH. Là, je parle des gens qui ne savent pas qu'ils ont un TDAH. Quand on a un TDAH et qu'on ne le sait pas, on a 2 à 3 fois plus de risques de développer une addiction. Notamment au tabac, l'alcool, le cannabis, mais plein d'autres substances comme par exemple la cocaïne qui va être stimulante et qui va permettre à la personne TDAH de mieux se concentrer. Et du coup, on va avoir souvent des polyconsommations qui vont être à visée auto-calmante ou auto-médicamenteuse quelque part.
D'accord. Donc c'est un signe aussi à observer si jamais C'est ça. ouais. Si vous croisez ou si quelqu'un vous dit, ben moi, quand je prends, par exemple, de la cocaïne, je peux enfin suivre une conversation, c'est évocateur. C'est bien sûr pas systématique, mais Oui. c'est évocateur d'un TDAH. Très bien. On disait tout à l'heure qu'on peut avoir plusieurs troubles du neurodéveloppement en même temps. Est-ce que le diagnostic en est plus complexe? Alors, oui, si on a plusieurs troubles du neurodéveloppement, nous, à chaque fois, on est là pour finalement dénouer les nœuds et essayer de comprendre comment va fonctionner la personne. Une personne, c'est un peu un kaléidoscope. Et donc, on va essayer de pouvoir finalement faire la part dans chaque comportement de ce qui pourrait être à l'origine de ce comportement. Est-ce que c'est plutôt une difficulté attentionnelle? Est-ce que c'est qui serait liée à un TDAH? Est-ce que c'est plutôt une recherche sensorielle qui serait liée à un TSA? Et parfois, quand on a les deux, eh ben, il faut imaginer des tableaux comme ça assez complexes. On a une question à ce sujet de Anne, dans le Maine-et-Loire, qui nous dit « Lorsque nous pensons avoir un fonctionnement cognitif différent, quelle est la procédure à suivre pour valider ou écarter cette option ?» Ou encore, vers quel professionnel se tourner pour réaliser un diagnostic 10 ? Pour ma part, j'ai essayé avec une neuropsychologue sans succès. Et ceci, c'est une lectrice de Seine-et-Marne qui nous pose la question. Alors, vous êtes vraiment nombreux à nous poser la question du diagnostic. Comment on fait professeur pour trouver ce qu'on a? Alors, en théorie, ça va dépendre de votre classe d'âge. Si vous avez moins de 12 ans, sur chaque département, il existe depuis quelques années des dispositifs qui s'appellent les PCO, plateformes de coordination et d'orientation, qui sont finalement des plateformes auxquelles vous pouvez accéder via votre médecin traitant ou votre pédiatre qui va remplir un questionnaire sur le développement de votre enfant, ce qui va vous permettre d'accéder à la plateforme et d'avoir finalement un financement pour faire le bilan de ces particularités de développement. Parce qu'un bilan neuropsychologique, un bilan psychomoteur, un bilan en ergothérapie, tout ça, de façon très injuste, pour l'instant, en France, n'est pas remboursé. Donc ça, c'est pour les petits. Et au fil de ces bilans, on va faire des hypothèses diagnostiques et à la fin, on va pouvoir y voir plus clair. Mais alors, auprès de qui ? Alors, normalement, il va y avoir cette plateforme qui va coordonner les soins et il va y avoir un médecin référent, souvent un pédopsychiatre ou un pédiatre qui va pouvoir faire sens de tous les bilans pour proposer des hypothèses diagnostiques. Très bien. Voilà, ça c'est pour les petits. Vous avez aussi pour les petits les centres médico-psychologiques, les centres médico-psychopédagogiques, les CMPP et puis les CAMS. Donc vous avez pas mal de choses pour les petits, mais vous allez tous me dire et toutes me dire, et je le sais, j'en suis désolée, que tout est saturé, puisque vous savez qu'il y a très très peu de médecins en exercice par rapport à ça fait 10 ou 15 ans, et parmi les spécialités médicales les plus sinistrées, les pédopsychiatres se situent en bonne place. Pour les adultes, c'est plus compliqué, il y a les consultations expertales et les centres ressources, le centre ressources autisme, il va y avoir la création l'année prochaine des centres ressources autour du TDAH, qui sont des centres régionaux, et puis sinon, les psychiatres en libéral et les psychiatres dans le public. Donc concrètement, professeur, que ce soit pour un enfant ou un adulte, quel est le premier coup de fil qu'on passe? Où est-ce qu'on va quand on est dans une ville où il n'y a pas beaucoup de docteurs, pas beaucoup de ces plateformes? Alors, les plateformes, il y en a partout. C'est plus, on va, je pense que la première personne, comme toujours, c'est son médecin traitant. Le généraliste. Oui, on va voir son médecin traitant. Et puis, après, on peut aussi se renseigner auprès des associations de personnes concernées qui sont extrêmement fortes pour pouvoir, sur un territoire donné, connaître les correspondants, pouvoir donner des premiers conseils, faire du soutien. Et je pense que ça, c'est un maillon important, qui n'est pas un maillon proprement qui fait partie du monde de la santé, mais qui est un maillon qui fait partie du monde de la société civile et qui est crucial.
Pour faire lien, en effet, surtout quand on a un docteur comme celui de Jean-François tout à l'heure qui n'accueille pas très bien tout ça, et ça arrive, il faut le dire. Donc voilà plusieurs portes d'entrée en tout cas. On a une nouvelle question de Alice dans l'Eure-et-Loire. Alice qui nous dit: bonjour, ma fille de 6 ans avec un TDAH qui s'exprime très fortement à la maison, masque toutes ses particularités à l'école. Elle nous dit aussi, elle se suradapte pour donner l'image d'une petite fille modèle, pour satisfaire l'adultes, mais cette suradaptation génère des explosions à la maison et de fortes angoisses. On me dit qu'on remarque souvent ce comportement chez les filles, chez les femmes avec TDAH. Comment ça s'explique? Merci beaucoup, nous dit Alice. Eh bien, merci pour votre question. Professeur, qu'est-ce qu'on peut répondre à Alice? C'est vraiment une bonne remarque parce que c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve en clinique. Effectivement, on est dans une société patriarcale. Et du coup, la société patriarcale, c'est elle qui va construire les attendus autour du genre. Il n'y a pas les mêmes attendus autour du genre masculin et du genre féminin. Et donc, dans cette société, les filles et les femmes doivent être calmes, organisées, gentilles, avec un petit peu un syndrome de la good girl. Et, la bonne fille, pour ceux qui nous reprochent notre anglicisme. Et donc, pour se conformer à ces attentes sociétales qui sont très implicites, qui sont inconscientes, mais qui sont malgré tout très fortes, les filles et les femmes avec TDAH vont faire beaucoup plus d'efforts, de masquage et de compensation pour que leur particularité de fonctionnement ne se voit pas. Et elles vont faire beaucoup plus d'efforts que leurs congénères masculins. Et en plus, donc ça va entraîner un stress chronique. Une fatigue aussi peut-être. Un épuisement. Et puis, à côté, on sait que là aussi, chez les filles et les femmes, il y a plus de troubles anxieux et de dépression. Et donc, avec les deux, c'est pas étonnant qu'on ait la description que vous fait cette auditrice. Est-ce que je peux me permettre de faire juste un petit rapport avec le cycle féminin? Est-ce que les hormones, à certains moments du cycle, peuvent aussi amplifier certains symptômes du TDAH? Alors, quand on regarde finalement et quand on écoute les femmes qui ont un TDAH, beaucoup plus de femmes avec TDAH se plaignent de syndrome prémenstruel que de femmes qui n'ont pas de TDAH. Et il va y avoir une accentuation parfois chez certaines femmes de la symptomatologie TDAH suivant les moments du cycle à la ménopause. Et puis, il va y avoir aussi des moments de vie où avoir un TDAH va être particulièrement difficile, par exemple autour de la parentalité. Donc là, ça peut se révéler d'autant plus à ce moment-là. C'est ça, c'est-à-dire que toutes ces femmes qui compensent en faisant des listes, en vérifiant, en se levant plus tôt, en étant soi-disant hyper organisées, vont voir leur stratégie de compensation qui était efficace, mise à mal par les besoins d'un nouveau-né qui sont imprévus, une carence en sommeil là où la charge importante. mentale explose. Et là, la charge mentale explose et les mécanismes de compensation ne suivent plus et c'est là qu'on peut démasquer le diagnostic. Il faut savoir que quand on a un trouble du neurodéveloppement, on est beaucoup plus à risque de faire une dépression du postpartum, que ce soit chez, on va dire chez les coparents, quel que soit le sexe. Pour rappel, c'est quand même très important de dépister les dépressions du postpartum, puisque c'est la première cause de mortalité chez les femmes dans l'année qui suivent la naissance de leur enfant. Donc autant de signes à repérer aussi chez vos proches ou chez vous-même si vous êtes jeune maman. On a une nouvelle question d'Astrid en Ille-et-Vilaine qui nous dit: est-il vrai que les personnes transgenres sont souvent associées à des troubles 10 ou TDAH? Si oui, existe-t-il un lien entre les questions de transidentité et les troubles du neurodéveloppement? Alors, de la même manière qu'on a parlé des particularités chez les femmes ou chez les filles, est-ce qu'il y a aussi des particularités chez les LGBTQIA+, dans tous les troubles du neurodéveloppement? Alors, chez les personnes trans, puisque ça, c'était la question, on a effectivement une surreprésentation de l'autisme. Il y a 3 à 6 fois plus d'autisme chez les personnes trans et 2 à 4 fois plus de TDAH. Et la question est de savoir pourquoi. Il y a plusieurs hypothèses, on ne sait pas très bien. Ce qui est sûr, c'est que c'est des personnes qui se sont beaucoup posées de questions et qui ont un vécu identitaire particulier. Et puis, c'est des personnes qui sont aussi moins attachées aux représentations sociales. Et on peut imaginer que quand on est une personne autiste, le poids autour de la construction du genre peut être vécu différemment.
mais ce sont juste des pistes. Ce sont juste des pistes. D'accord, très bien, merci. On a une autre question de Sophie en Ille-et-Vilaine. Sophie qui dit: existe-t-il des formations pour les médecins généralistes afin qu'ils puissent détecter, alors là, un TDAH chez un enfant, mais moi je dirais même jusqu'à tous les troubles neurodéveloppementaux, pardon. On a aussi un autre témoignage qui dit: bonjour, j'ai des études récentes révèlent qu'il y a bien des différences au niveau du cerveau concernant les TDAH. Certains neurologues posent ce diagnostic, d'autres disent que c'est une mode. C'est davantage évoqué chez les enfants, mais plus vraiment chez les adultes. Vers quel professionnel se tourner? Alors là, on va plutôt répondre à justement, est-ce que si on a encore des professionnels de santé qui disent que c'est une mode, tous sont-ils bien formés? Alors, on a un grand enjeu autour de la formation. La bonne nouvelle, c'est que pour tous les soignants, et notamment les médecins, quelle que soit leur spécialité, là, qui vont sortir et finir leurs études médicales, il y a une formation maintenant autour des troubles du neurodéveloppement qui tient la route. Et pour tous les gens qui vont être psychiatres, il y a une vraie formation autour des troubles du neurodéveloppement. Le problème, c'est le rattrapage de tous les collègues qui sont déjà en exercice et qui ont eu 0 heure de formation sur cette thématique, parce que c'était pas comme ça qu'elle était pensée et parce qu'elle n'était pas considérée comme une urgence ou une priorité de santé publique. Et donc là, on a un rattrapage énorme à faire chez tous les collègues. Ce rattrapage est en cours chez les médecins traitants, chez les psychiatres, chez les neurologues. Mais malheureusement, il va encore falloir du temps pour pouvoir combler ce retard. Donc, si vous croisez un professionnel qui vous dit non, ça n'existe pas, soit c'est quelqu'un qui veut bien discuter avec vous, soit vous allez essayer de trouver un collègue qui va tenir un autre discours. Et là aussi, vous pouvez vous faire soutenir par les associations de personnes concernées qui pourront vous aider sur votre territoire à trouver des professionnels qui sont plus, on va dire, attentifs à ces questions. Voilà, qu'on sache toutes et tous bien s'entourer du professionnel de santé qui saura nous aider et nous orienter. On a une nouvelle question de Patricia dans le Morbihan qui nous dit: le trouble anxieux est-il lié à un trouble de l'attention? Bon, on a un petit peu expliqué déjà, mais on peut peut-être répondre à Patricia. Ce qui est sûr, c'est que TDAH et trouble anxieux, ça fait très très bon ménage. C'est-à-dire que finalement, 25% des enfants qui ont un TDAH ont un trouble anxieux associé et 50% des adultes avec un TDAH ont un trouble anxieux associé. Quand même. Donc, c'est des comorbidités ou des troubles associés dont la fréquence est extrêmement importante. Ce qu'on peut imaginer, c'est juste une hypothèse, c'est que quand on a un trouble anxieux, on va vérifier, on va anticiper, on va ruminer, et que quelque part, au départ, c'est presque une stratégie pour compenser les difficultés attentionnelles. Et puis après, ça va devenir délétère et ça va se transformer en trouble qui va venir compliquer encore finalement la qualité de vie de la personne en question. Donc l'un nourrit l'autre. Bon. On va venir tout à l'heure à la question des traitements et des aides. On va y venir, mais on a une autre question d'abord de Patricia en Ille-et-Vilaine qui nous dit: bonjour, notre petit-fils de 8 ans a été diagnostiqué TDAH. Nous avons du mal à fonctionner avec lui, à gérer ses colères, ses émotions. Nous nous sentons démunis face à cet enfant que nous aimons profondément, on n'en doute pas Patricia, mais que nous ne comprenons pas. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend très souvent chez les grands-parents, cette différence de gestion et d'éducation aussi autour des troubles et tout court de nos enfants. Que répondre à tous ces grands-parents qui s'inquiètent et se posent des questions sur comment gérer les petits-enfants? Oui, c'est pas du tout évident pour eux. C'est vrai que la société a beaucoup changé. On a une bien meilleure conscience des rapports de domination, des rapports de pouvoir, des discriminations systémiques. Et ça impacte notre façon d'interagir les uns avec les autres et d'interagir avec les enfants. Ça impacte la façon finalement de considérer ce qui était, de considérer un comportement aujourd'hui comme inacceptable, par exemple la fessée, alors que ça l'était avant. Et donc, tout l'arsenal finalement éducatif qui était mis à disposition pour les grands-parents est aujourd'hui considéré comme parfois caduc ou maltraitant. Et c'est du coup très compliqué pour les grands-parents de pouvoir se repositionner. Il y a beaucoup de ressources et de livres de vulgarisation autour des troubles du neurodéveloppement, autour du TDAH notamment, puisque c'est en général TDAH et autisme, c'est en général les deux qui posent le plus de difficultés pour les grands-parents.
parents à accompagner. Il y a vraiment quelque chose autour de comprendre que c'est pas la faute de l'enfant, que c'est pas une question de volonté, et de donner les bons outils, comme on va faire aux parents, pour que les grands-parents puissent se sentir compétents dans la façon d'accompagner leurs petits-enfants et puissent pouvoir avoir une relation épanouissante avec eux. Bon, vous savez quoi me demander au Père Noël cette année des livres sur le fonctionnement de vos petits-enfants. Alors on a un autre commentaire de Catherine en Loire-Atlantique qui nous dit pensez aux plus jeunes, c'est très important, mais il ne faut pas oublier que nombreux sont les adultes non diagnostiqués et qui doivent s'adapter en permanence à notre monde. Et vous avez raison, Catherine. En effet, comme on le disait, il y a aussi les adultes. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ces adultes qui ne savent pas encore s'ils le sont ou pas, ou alors s'ils ont été diagnostiqués, comment peuvent-ils trouver des outils pour s'adapter au monde professionnel, au monde familial, et ce pour tous les troubles? Donc c'est ça, les troubles du neurodéveloppement, ça va être une trajectoire développementale de l'individu et ça va finalement modifier le rapport au monde de la personne à tous les âges de sa vie. Donc il y a un rattrapage énorme pour toutes les générations qui n'ont pas été diagnostiquées. Ces générations-là, souvent, elles se sont senties différentes ou particulières depuis qu'elles étaient petites et malheureusement, du fait qu'il n'y a pas eu d'accompagnement, elles ont souvent des troubles associés psychiatriques. Et donc ce sont des adultes qui vont aller chercher des soins pour un trouble anxieux, pour un trouble de l'humeur, pour un psychotraumatisme. Et c'est au décours finalement de ce parcours diagnostique-là qu'il faudrait évoquer en plus un éventuel trouble du neurodéveloppement. Donc en pratique, c'est toujours pareil. Je commence par mon médecin traitant et puis après, psychologue, psychiatre. Je m'occupe déjà de ce qui m'embête le plus. Et si après, il reste des choses et je me pose des questions sur mon développement, je continue cette exploration avec les gens qui me connaissent. Et si les gens qui me connaissent disent là, nous, c'est nos limites, pour l'instant, on ne peut pas faire plus, et alors ils pourront m'adresser vers une consultation un peu plus expertale. Et puis, je me renseigne toujours avec les associations de personnes concernées à côté. Donc on l'entend, ça peut quand même être un parcours c'est un parcours du combattant et de la combattante. C'est très dur, c'est parfois ubuesque, on est sans arrêt renvoyé d'un endroit à l'autre. La lisibilité du parcours de soins n'existe pas. Et voilà, les choses sont en cours. On n'est pas encore... on n'est pas dans un modèle satisfaisant et on fait tout pour essayer d'y aller. Mais c'est vrai que pour les gens qui sont nés maintenant, ou qui sont adultes maintenant, ça reste encore compliqué. Oui, on n'a pas envie de dire c'est normal, mais en tout cas, apparemment, c'est courant d'avoir ce parcours-là. Donc, si vous êtes dedans, courage, tenez bon, vous trouverez des solutions, vous tomberez sur un ou une bonne professionnelle de santé. On a un nouveau commentaire d'Arnaud qui nous dit « Chez un enfant adolescent HPI, donc chez un adolescent HPI, la force de sa crise d'ado peut-elle être plus importante que la normale? Et comment la gérer ?» Alors, on peut peut-être rappeler aussi qu'une crise d'adolescence n'arrive pas forcément dans une adolescence et décrire un petit peu ce que c'est ce moment particulier de la vie d'un futur adulte. C'est ça. Je pense que quand on est parent, on est en difficulté, surtout si c'est son premier enfant qui traverse l'adolescence, à savoir qu'est-ce qui est considéré comme, on va dire, banal et qu'est-ce qui est peut-être un peu plus atypique. L'adolescence, ça va demander aux parents un repositionnement face à leur enfant. Il va falloir faire évoluer le cadre éducatif, il va falloir accompagner son enfant vers plus d'autonomie et de liberté. Donc souvent, les parents, ils vont procéder par essai-erreur et avec l'adolescent et l'adolescente, ils vont négocier des choses, il va y avoir des conflits et ça va être rapidement résolutif. Ça, c'est une adolescence classique. Quand les conflits commencent à être récurrents, que les choses ne se résolvent pas rapidement, que votre adolescent a des troubles du sommeil, est irritable, se renferme, on n'est pas dans la crise d'adolescence. On est probablement dans une souffrance et la fréquence de la dépression et de l'anxiété là chez les adolescents est quand même assez terrifiante, donc il faut y penser, d'autant plus si votre enfant a effectivement un trouble du neurodéveloppement qui n'a pas été diagnostiqué avant. Concernant HPI, quand on a un HPI sans trouble associé, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement HPI, je rappelle, ça n'est pas un trouble, il n'y a aucune raison d'avoir une crise d'adolescence particulière. Entendu. Est-ce qu'on peut passer à la question des traitements? Vous êtes nombreux et nombreuses à me poser la question des traitements, en tout cas des accompagnements. On traite les symptômes, mais pas le trouble, n'est-ce pas? C'est un trouble qui nous accompagne. Quel traitement donc pour les TDAH, par exemple? Est-ce qu'il y en a aussi pour d'autres troubles neurodéveloppementaux? Je vais y arriver.
Les troubles n'étant pas des maladies, il n'y a pas de traitement curatif. Voilà. Quand on parle de traitement, on va parler de traitement non médicamenteux et de traitement médicamenteux. Quand on va parler de traitement médicamenteux, ça va être des traitements qui vont agir sur les symptômes. Il n'y a pas de médicaments spécifiques dans les troubles du neurodéveloppement en dehors du TDAH. Effectivement, pour le TDAH, il y a un traitement psychostimulant dont le nom un peu chimique s'appelle le méthylphénidate, et qui va être un traitement qui va avoir une très bonne efficacité pour réduire l'intensité des symptômes, réduire l'hyperactivité, réduire l'impulsivité, améliorer la régulation des émotions et améliorer les capacités d'attention soutenues. Ce traitement, il marche dans 2/3, 3/4 des cas. Il peut être mal toléré. Dans ce cas-là, il faut qu'il soit arrêté. Et c'est un traitement qui, quand vous l'arrêterez, va peut-être montrer que les symptômes du TDAH vont revenir, puisque c'est un traitement symptomatique. Voilà, Donc ça, c'est le les traitement symptômes. médicamenteux. Et après, tous les traitements ou les prises en soins pour les troubles du neurodéveloppement sont en général non médicamenteuses. La première étape, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer à la personne et à ses proches comment elle fonctionne, qu'elle puisse s'approprier ce fonctionnement différent, relire sa trajectoire de vie, comprendre comment ça l'impacte, elle, en tant qu'individu singulier. Et puis après, il va y avoir finalement ce qu'on appelle les habiletés parentales, ou donner des outils spécifiques aux proches pour qu'eux aussi puissent interagir le mieux possible avec l'enfant ou l'adolescent. Est-ce qu'on peut inviter justement ces proches dans une consultation pour avoir en même temps les outils, pour qu'un professionnel de santé nous les lègue? Alors, il y a des habiletés parentales, notamment dans l'autisme et dans le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. En général, c'est plutôt les parents qui sont invités, mais on peut imaginer que, je repense aux grands-parents, Oui, c'est notamment, ça. qui, s'ils sont très présents dans la vie quotidienne, qui puissent en bénéficier. Et puis après, tout ce qui est psychoéducation, c'est-à-dire explication du trouble et de la façon dont ce trouble-là, impacte cette personne en particulier. Là, ça va dépendre du professionnel de santé, mais moi, par exemple, je reçois les frères et sœurs, s'ils le souhaitent, et si, bien sûr, l'enfant et l'ado est d'accord. Oui. Je peux recevoir les grands-parents. Quand je reçois des vieux ados ou des jeunes adultes, je reçois une personne de confiance, quelle qu'elle soit. Ça peut être le coloc, la meilleure amie. Et donc, oui, le but est que les gens qui vous entourent aient une connaissance qui leur permette de comprendre et de pouvoir vous accompagner au mieux. Et peut-être vont-ils se découvrir aussi quelques troubles neurodéveloppementaux. Et puis, il faudra aménager aussi l'école et le Oui, milieu c'est ça, professionnel. voilà, c'est ça. Faut pas oublier cette partie-là. On aménage l'école, on aménage le milieu professionnel. Et s'il y a des troubles associés, notamment psychiatriques, on s'en occupe. Alors, on aménage l'école, on a aussi des commentaires en ce sens, comme quoi c'est pas toujours facile d'avoir de l'accompagnement. Non, on est dans une société en ce moment où le service public va pas très bien, et donc on a des prétentions importantes au niveau sociétal, au niveau de l'inclusion de tous les gens qui ont un fonctionnement particulier à l'école, sans les moyens associés, que ce soit pour l'éducation nationale elle-même ou que ce soit pour les personnes qui pourraient aider au quotidien ces personnes au sein de l'école. Donc, effectivement, il y a le plan théorique, ce qu'on peut faire, et là, on peut faire plein de choses. Il y a un aménagement scolaire, une personne qui vient à certains moments, que ce soit au sein de la classe ou sur les temps méridiens pour aider l'enfant et l'adolescent. Et puis, on a la pratique où il manque du personnel, il n'y a plus de médecins scolaires. Et là, effectivement, la situation est relativement désastreuse. Ce qui donne beaucoup de parents en difficulté. Vous en êtes peut-être, vous qui nous regardez aujourd'hui. On a une autre question, un autre commentaire de Marie en Ille-et-Vilaine qui nous dit « Je suis diagnostiquée TDAH avec plusieurs 10. Je peux être confrontée à de violentes crises avec mes proches, insultes verbales, physiques. Pensez-vous que la Ritaline peut m'aider ?» C'est quoi la Ritaline ?
Alors, la Ritaline, c'est un des noms commerciaux du médicament dont je vous ai parlé tout à l'heure, le méthylphénidate, C'est qui ça. permet de réduire les symptômes du TDAH. Alors, c'est très compliqué, hein, Marie, de vous répondre parce que je ne vous ai pas vu en consultation. Oui, ça mériterait une Euh, consultation. Donc là, ça mérite une consultation pour explorer aussi votre humeur, vos parcours de vie, mais sur quelqu'un qui a effectivement beaucoup d'impulsivité, d'hyperactivité et qui a un diagnostic de TDAH, il faut essayer le méthylphénidate, peut valoir le coup tout à fait. On a un autre témoignage. Ma petite fille a été diagnostiquée dysorthographique, dyscalculie et QNEP. Qu'est-ce que c'est QNEP? Vous allez peut-être nous dire. Avec des crises comme l'épilepsie. Depuis 1 an, il ne se passe rien avec sa neurologue. Existe-t-il des traitements et des aides sérieuses? Elle est très angoissée par cette maladie et personne pour la rassurer. Alors, on voit votre désarroi, Jacqueline, dans le Morbihan. Que répondre à Jacqueline? Là aussi, hein, sur ces éléments cliniques-là, moi, je ne peux vraiment pas C'est trop répondre. particulier, C'est, peut-être. QNEP, ça veut dire que c'est une jeune fille qui a des manifestations qui ressemblent à des crises épileptiques, mais quand on fait un électroencéphalogramme, finalement, il n'y a pas les modifications électriques qu'il y a habituellement. Donc, elle a l'air d'avoir un tableau clinique complexe. J'entends que finalement, elle est en souffrance. Donc, moi, je pense que j'irai revoir la neurologue et puis lui proposer un accompagnement psychologique si elle est très angoissée. En effet. On a, merci professeur, on a une autre question d'une lectrice de Loire-Atlantique. En tant qu'enseignant de primaire, comment aider un enfant avec TDAH ou sans AH? Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des accompagnements, mais peut-être qu'en tant qu'enseignant, et j'ai beaucoup d'enseignants et enseignantes qui laissent des messages. D'ailleurs, j'ai aussi, je suis enseignante dans le secondaire et cette année, j'ai un élève avec des aménagements pour trouver un comportement avec opposition. Dans les faits, cet élève se montre irrespectueux et vulgaire avec les enseignants et les élèves, puis cite son PPRE. Vous allez nous dire ce que c'est le PPRE. Pouvez-vous m'éclairer sur ce trouble et sur les attentes qu'on peut avoir avec ce type d'élève? Alors, il y a aussi cette professeure qui nous dit: est-ce que les carences éducatives peuvent engendrer ces troubles? Vers qui ou quel organisme orienter les familles? On voit là aussi vos désarrois, à vous toutes et tous, enseignants, professeurs. Comment faire avec les troubles neurodéveloppementaux des élèves? Alors, on sait que c'est pas facile. Vous avez des formations en interne à l'Éducation nationale, mais pas assez fréquentes. Vous avez le site EduScol. Vous avez aussi le centre Source Autisme pour chaque région et le futur centre ressources TDAH qui ouvrira dans les prochains mois, qui peuvent là aussi organiser des formations et vous accompagner. Nous, dans le service, on a fait un fascicule pour les enseignants. On fait aussi des formations un peu clés en main dans les établissements scolaires, mais c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Oui. Donc ça, c'est... voilà. Donc là aussi, il y a des livres sur... Et si c'était un TDAH, mon enfant a un TDAH, ou mon enfant est autiste. N'hésitez pas à appeler vraiment les centres ressources de vos régions et appeler aussi l'Éducation nationale qui a plein de ressources, mais souvent qui n'a pas forcément la lisibilité de vous les communiquer. Par rapport à la carence éducative. Alors, les carences éducatives ne donnent pas de troubles du neurodéveloppement. Au moins, c'est clair. Voilà. On oublie ça. C'est simple. Donc, c'est pas la faute des parents. Alors, c'est pas les parents peuvent parfois avoir des comportements qui sont maltraitants ou qui sont pas utiles au développement de leur enfant, mais c'est pas les parents et c'est pas la carence éducative qui fait que l'enfant est autiste ou TDAH. On est d'accord. Enfin, pour la question autour du trouble oppositionnel avec provocation. Alors ça, c'est finalement un trouble qu'on retrouve chez 40% des enfants et des adolescents qui ont un TDAH et qui se manifeste par des colères fréquentes et une tendance à vouloir finalement contrôler la relation avec l'autre en disant non systématiquement. Comme c'est des enfants qui sont souvent en échec, ça a beaucoup abîmé l'estime d'eux-mêmes. Et une façon d'essayer de contrôler ça peut être de développer, malgré eux, un trouble oppositionnel avec provocation. Donc, PPRE, c'est un des aménagements scolaires. Normalement, quand on a un trouble du neurodéveloppement, c'est pas un PPRE qu'on prend comme... Enfin, c'est pas cet aménagement scolaire-là qu'on propose. Mais ce qui est sûr, c'est que l'aménagement scolaire, il est là pour tenir compte de l'impulsivité, de l'irritabilité et
et du caractère parfois peu contrôlé des comportements de l'élève, ce qui ne justifie pas sa violence physique et verbale envers les autres. Et l'aménagement scolaire n'est pas un passe pour éviter toute sanction. C'est quelque chose qui permet d'aménager le cadre éducatif de l'établissement scolaire au fonctionnement de l'élève. Donc là, peut-être qu'il va falloir revoir avec le médecin scolaire et la famille ce qui se passe pour cet élève. Entendu. L'heure tourne, il est bientôt 13h. On va prendre une toute dernière question. On a une question de Frédéric en Ille-et-Vilaine qui dit « Mon fils a 14 ans, il est 10 et il met énormément de temps à faire ses devoirs et je dois être tout le temps derrière lui. » Et oui. Alors, l'école se moque de son PAP, son temps d'accueil personnalisé, c'est ça? Non, PAP. Les profs lui mettent des commentaires méchants sur Pronote comme quoi il ne fait rien et il en est touché, on peut comprendre. Que dois-je faire? Que répondre à Frédéric? Reprendre rendez-vous avec le professeur principal pour vérifier que l'équipe pédagogique dans son ensemble est bien au courant du PAP, pouvoir se faire accompagner d'un parent d'élève, c'est souvent assez utile et ça désamorce les conflits potentiels interpersonnels. Si vous êtes dans le secondaire, demandez aussi à voir le responsable ou la responsable chef d'établissement. Et puis, si vraiment vous êtes en difficulté, il reste l'inspection de l'académie après. Et pour ce qui est de l'organisation dans les devoirs, vous êtes de nombreux parents aussi à témoigner des devoirs qui prennent du temps aussi à la maison, l'organisation qui est difficile en cas de TDAH. Un petit conseil pour ces parents à la maison, les devoirs? Baissez vos attentes. Vraiment, les devoirs, ça rend... C'est l'enfer. Quand on a une famille, on a besoin de temps pour partager des choses un peu positives. Les devoirs, avec un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, c'est rarement un moment positif. Souvent, en tant que parent, on a très à cœur de surveiller le travail scolaire de son enfant, de vouloir lui assurer une bonne insertion socio-professionnelle, mais en pratique, ça sert à rien que ça fasse du conflit et que ça abîme la relation. Donc, diminuez vos attentes et demandez des aménagements. Merci, professeur Fanny Gaulier-Briand, d'avoir répondu à nos questions. J'allais dire toutes nos questions, mais pas toutes. Je suis désolée, vous avez été nombreux et nombreuses à nous faire confiance, à nous transmettre aussi beaucoup de témoignages. Merci beaucoup. On entend parfois vos désarrois, on entend parfois vos nombreuses questions au sujet de vos enfants, de petits-enfants. Mais ne vous oubliez pas vous-même. Comme on a vu, les parents aussi peuvent avoir ces troubles-là. Comprendre tout ça en famille peut en aider beaucoup. On espère en tout cas vous avoir donné quelques pistes en sachant que chaque trouble aujourd'hui aurait pu faire l'occasion d'une émission en soi. Il était important de savoir faire la différence entre tous ces troubles aujourd'hui. Merci encore pour votre confiance. Il est temps de libérer professeur. Je rappelle que vous êtes professeur associé et psychiatre pour adolescents et enfants au CHU de Nantes, centre hospitalier universitaire en Loire-Atlantique. Quant à nous, on peut se retrouver, si vous le voulez, le mois prochain, au mois de décembre, le 16, il me semble, pour parler du lien entre la nourriture et les maladies, les allergies et les cancers. On fera le point tous ensemble. En attendant, une très bonne journée. À bientôt et merci. Ne manquez pas nos prochaines émissions. Le mois prochain, nous parlerons du rôle de l'alimentation sur notre santé. Allergies, inflammation, cancer. Vous pourrez poser toutes vos questions à notre spécialiste, le nutritionniste Anthony Berthoud. Pour suivre ce nouvel épisode de Questions Santé, rendez-vous le mardi 16 décembre à midi.